Partager. Donc, vous voyez mon écran maintenant. Oui, professeur. Merci. OK. Donc, voilà, nous allons commencer cette séance. Donc, comme j'ai dit, qui fait partie du troisième chapitre, qui concerne le troisième chapitre du cours mécanique des solides. Bon, nous allons parler un peu, d'une manière générale, des fondations. Parce que les fondations, c'est quelque chose de très important, comme on va le dire. Et bien sûr, dans ce chapitre, on va focaliser sur les fondations superficielles. OK? Bon. Alors, je vais passer en mode diaporama. Donc, lorsqu'on parle de fondation, il faut savoir que c'est l'application la plus importante, on va dire, pour dimensionner les ouvrages en mécanique des sols, en géotechnique de manière générale. C'est-à-dire, lorsqu'on veut construire un projet, la fondation, c'est quelque chose de très important, essentiel, et donc elle s'intègre dans ce qu'on appelle le dimensionnement des ouvrages. Bon, si on veut donner une définition d'une fondation, je pense qu'on peut distinguer entre deux cas nettement différents. Bon, lorsque vous prenez votre cours, vous allez voir que la définition, c'est l'élément de la structure qu'on suppose indéformable, qu'il soit en béton armé ou en construction métallique, et qui va transmettre le chargement au sol. Et c'est cette définition que nous allons adopter, du moins dans le cours, pour les fondations superficielles ou profondes. Bon, à droite, vous avez une photo donc, qui illustre, comme vous voyez ici, donc ce qu'on appelle une semelle filante. Donc, vous voyez ici, sur toute cette longueur, ça c'est un mur de soutènement de hauteur, on va dire, exceptionnelle, 10 mètres. Et l'élément de fondation, comme vous voyez ici, il a une largeur à peu près de 3 mètres, 3, quelque chose mètres. Donc, pour le mur de soutènement que vous voyez en cours de construction, l'élément de fondation, c'est cette semelle-là. Donc, on comprend très bien que l'élément de la structure qui transmet la charge, qui transmettra la charge au sol, c'est ce qu'on appelle la fondation. Alors que dans une autre configuration nettement différente, lorsqu'on va parler de ce qu'on appelle des ouvrages en terre, donc ici je montre une photo en bas, ce qu'on appelle un ouvrage en Tunisie qui est connu, le barrage Sidi el-Barra, dans la région de Nasr, du côté de la ville de Tabarka au nord-ouest. Donc pour ce barrage, vous voyez ici, nous avons, disons, un remblai de forme un peu particulière. Je suis en train de parcourir. Donc, ce remblai, il est, on va dire, contient plusieurs matériaux. Et ce barrage, il va retenir une hauteur d'eau de 26 mètres. Donc, quelle est la fondation du barrage? Il n'y a pas de béton armé, je vais dire. Il n'y a pas quelque chose qui est différent. Mais toutes les couches de sol que vous voyez en bas ici, vous voyez ici la couche en jaune, la couche, on va dire, en marron, en gris, sable alluvionnaire, argile plastique, argile sableuse, toutes ces couches constituent la fondation de l'ouvrage. Donc, c'est-à-dire le mot fondation, c'est un mot qu'il faut voir en fonction, on va dire, du type de l'ouvrage. Or, les ouvrages en terre ne font pas partie de ce cours. Il y a même un cours en troisième année, pour ceux qui veulent le suivre, ça s'appelle ouvrage en terre et souterrain. Donc, et vous voyez que le mot définition, le mot fondation n'est pas le même. Il est très différent selon le premier cas ou le deuxième cas que nous allons considérer. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important pour dire qu'est-ce que c'est qu'une fondation. Nous, on va continuer avec cette définition courante en génie civil. C'est un élément de la structure, un bâtiment, un mur de soutènement ou un réservoir, tout ce que vous voulez. C'est l'élément de la structure qui va transmettre le chargement au sol. Bon, il faut dire avant tout quel type de fondation peut-on adopter. Parce que dans le domaine des fondations, au fait, il n'y a pas un seul type de fondation. Et ceci est très important du fait qu'il y a différents types de fondations. Le géotechnicien, pour un projet, il aura à
va s'orienter vers une solution. Et la solution dépend du type de la fondation. Bon, en général, donc, ce qui est écrit ici, pour choisir une fondation, souvent, il faut bien sûr voir le type de l'ouvrage, notamment en matière des charges à transmettre. C'est-à-dire, on va dire un bâtiment de R+6 va transmettre des charges très différentes d'un bâtiment R+20, par exemple. Donc, il y a l'intensité. Mais il y a également la localisation de ces chargements-là. C'est-à-dire que ces charges, où elles sont appliquées. Donc, pour un ouvrage, en général, les charges ne sont pas à même intensité. D'accord? Donc, vous comprenez que le choix de la fondation dépend de ce premier facteur. C'est les charges, le chargement à transmettre, on peut dire. Deuxièmement, il dépend, bien sûr, d'un facteur important, la coupe géotechnique du terrain, c'est-à-dire les couches que nous traversons sous l'ouvrage. Ceci, bien sûr, se fait notamment dans le cadre de ce qu'on appelle une campagne de reconnaissance géotechnique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant de construire un ouvrage, il faut, on va dire, découvrir le terrain d'une certaine façon, en faisant des sondages, en faisant des essais in situ, etc. Et puis, on aura une coupe de sol. Et à partir de cette coupe de sol, vous allez bien sûr voir où la fondation peut aller d'une certaine manière. Bon, mais le type de la fondation, il faut savoir aussi qu'il dépend un peu de, on va dire, l'expérience acquise du mode de fondation. Par exemple, on pourra dire que ce type de fondation, il n'est pas bien maîtrisé, par exemple, dans une région, dans un pays, par exemple. Donc, même si on pense à la faisabilité, on va dire peut-être ça va être un peu difficile de le faire parce que on doit faire appel à des entreprises étrangères, quelque chose comme ça. On peut raisonner ainsi. C'est-à-dire, d'une manière générale, les deux facteurs influents pour choisir le type de fondation, c'est le type de l'ouvrage en matière de chargement à transmettre et la coupe géotechnique. Mais il faut suivre une certaine approche du dimensionnement de la fondation. Bon, qu'est-ce que nous demandons pour l'ouvrage? Pour l'ouvrage, on demande à ce qu'il soit stable. C'est-à-dire, c'est un mot général, c'est-à-dire, après avoir construit un ouvrage, nous voulons que pendant toute sa durée de vie, cet ouvrage va fonctionner normalement sans aucun problème. Et garantir la stabilité durant toute la durée de vie de l'ouvrage. Bon, c'est une approche, parce que ça, c'est, on va dire, le souci numéro 1. OK? Mais de toutes les manières, comme dans la formation d'ingénieur, vous cherchez toujours à optimiser des solutions, notamment à optimiser le coût. Bien sûr, il faut réfléchir au coût de la fondation, parce que le coût de la fondation, il va influencer le coût de l'ouvrage, et finalement, il ne faut pas proposer un type de fondation dont le coût serait onéreux et qui, donc, va nous donner un coût d'ouvrage qui est relativement important. Donc, voilà un peu l'approche du dimensionnement. Donc, maintenant, vous voyez que le choix de la fondation, on va dire, dépend du projet et du terrain. L'approche du dimensionnement, il faut garantir la stabilité, c'est la chose la plus importante, sans oublier le coût. Et maintenant, on va voir la démarche. Comment on fait donc? Bon, du moment qu'il y a plusieurs types ou modes de fondation, alors dans ce cours, le mot type de fondation ou mode de fondation, c'est à peu près la même chose. D'accord? Ça veut dire à peu près la même chose. Donc, c'est-à-dire, pour l'ingénieur, comment il va procéder? Il va dire, je vais analyser un mode de fondation numéro 1. Et en général, il doit être le moins coûteux. C'est-à-dire, puisque je raisonne par l'optimisation du coût, je ne vais pas directement proposer un mode de fondation coûteux. Je dois vérifier la non-faisabilité d'une fondation, on va dire, qui ne coûte pas beaucoup, selon deux vérifications à faire dans l'ordre, ça on va le dire tout à l'heure. Et par la suite, si je vérifie que le mode de fondation moins coûteux n'est pas possible, non, je vais passer à un deuxième mode de fondation qui certainement sera à coût plus élevé. Donc, c'est-à-dire la démarche à faire, c'est que lorsque nous allons fixer un mode de fondation, il faut raisonner
à peu près de la même manière. C'est-à-dire que je vais justifier toujours le mode de fondation que je retiens pour que on va convaincre, on va dire, tous les intervenants dans le projet. Et ceci va nous amener à classer les fondations en 3 catégories. Et cette classification, elle est liée à quelque chose que les praticiens, on va dire, formulent de la façon suivante. Il va vous dire où se trouve le bon sol. Le bon sol, c'est un mot, on va dire, qui n'est pas très, très clair, sens du mot, mais l'essentiel, nous cherchons toujours s'il y a un bon sol et à quelle profondeur il apparaît. C'est-à-dire, dans notre esprit, en général, je vais poser la fondation sur un sol qui doit être bon, entre guillemets, on va voir c'est quoi, mais bien sûr, ceci va dépendre de la profondeur d'apparition. Alors, ceci va nous amener à faire cette classification en premier lieu. Donc, ici, à droite et en haut, on fait, on va dire, un schéma ou un modèle de fondation. Voilà l'élément de fondation avec les HU. L'élément de fondation, toujours, il va être, on va dire, ancré dans le sol, si on peut utiliser le mot, à une certaine profondeur. C'est-à-dire, le niveau de la fondation, il a une certaine profondeur D. Et il aura toujours une largeur, dans le plan, bien sûr, de la figure que vous voyez. Alors, la classification en termes de profondeur, elle peut commencer comme ça. J'aurai une fondation superficielle, on va voir ce que je vais dire, lorsque le rapport B sur B ne dépasserait pas 4. C'est-à-dire, si, par exemple, nous voulons faire une fondation de largeur 1 mètre, je considère qu'elle est superficielle et que le bon sol, soi-disant, est situé aux alentours de 4 mètres ou plus. D'accord? Toutefois, comme on a dit tout à l'heure, si le bon sol n'existe pas à 4 mètres, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin pour chercher, on peut dire, le bon sol. Mais en même temps, bien sûr, on va sortir de cette première catégorie. En deuxième lieu, je peux penser à poser une fondation superficielle sur ce qu'on appelle un sol amélioré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que puisque le bon sol n'est pas ici, je vais aller un peu plus loin. Mais en même temps, je vais aller un peu plus loin et améliorer le sol qui est au-dessus. À ce moment-là, on va dire j'améliore ou je renforce le sol. D'accord? Donc, on va un peu plus en profondeur. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que le rapport D sur B commence de 5 sans dépasser 10. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, bien sûr, notre alternative importante. Alors, dans le troisième cas, évidemment, si ce bon sol n'existe pas déjà, on va dire, à 10 fois la largeur, bon, il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire il faut aller à une profondeur qui dépasse 10 fois la largeur. Donc, j'imagine que si la largeur de la fondation est de 1 mètre, je vais avoir des éléments, on va dire, un peu élancés, 1 mètre sur 10, et ça va faire ce qu'on appelle une fondation profonde. Mais il faut faire très attention, la remarque qui est en bas. Ces valeurs de D sur B sont vraiment à titre indicatif, c'est-à-dire c'est une façon qui permet de distinguer entre les 3 modes. Vous pouvez peut-être un jour voir un cas de fondation, on va dire sur sol amélioré, pour laquelle D sur B va atteindre 15. C'est pas, on va dire, on ne sort pas de là, mais juste une façon de classer un peu les différentes solutions. Donc, jusqu'ici, vous pouvez peut-être saisir que nous pouvons faire 3 modes ou 3 types de fondation. Superficielle et profonde, mais il y a une solution intermédiaire. Et ici, on va toujours rappeler l'aspect coût. Donc, il faut comprendre que, en allant, peut-être on va donner des exemples, on va revenir sur le coût. Alors, ici, sur ce transparent, vous allez voir quelque chose de réel, à gauche et à gauche. Dans une certaine région de Tunis, il y a 2 bâtiments du type R+8 avec un sous-sol. D'accord? Vous voyez, les 2 bâtiments sont, on va dire, mitoyens à 100%. Le bâtiment à droite, il a été fondé sur ce qu'on appelle une fondation profonde. Et ça, c'est la meilleure illustration. Bon, on va dire que ces éléments de fondation profonde, qu'on appelle pieux, ont une largeur près de 1 mètre.
Alors, la profondeur de ces pieux avait atteint plus ou moins entre, on va dire, 40 et 45 mètres. OK? Juste après, on va dire après une certaine période, est venu le propriétaire de ce bâtiment-là. Alors lui, il a vu un peu le problème différemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait une fondation, on va dire, qui va jusqu'à 40 mètres. Il a juste fait une fondation qui va à peu près jusqu'à 4 mètres. Peut-être ceci va vous surprendre, certainement, mais j'illustre ici le cas. Ce type de fondation s'appelle, ce type de fondation superficielle s'appelle des semelles filantes croisées, on va le définir. Et ça, c'est une fondation profonde. Le troisième cas, que je viens donc de citer, donc c'est quelque chose qui est entre la fondation superficielle et la fondation profonde. C'est-à-dire, si j'essaie d'implémenter cette exécution de renforcement qu'on appelle par colonne ballastée, je pourrais imaginer, vous voyez ici que ce procédé, qui est très connu à l'échelle internationale, il consiste avec un outil spécifique à vibrer le sol en profondeur et ajouter du gravier ou du ballast. C'est quelque chose de très frappant. OK? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez un matériau beaucoup plus résistant dans le sol qui n'est pas tout à fait bon, on va dire, et vous allez le renforcer. Donc, il va avoir une meilleure résistance, une meilleure déformabilité, une déformabilité plus élevée. Donc, on pourrait imaginer, c'est pas peut-être le cas, mais on pourrait imaginer que ces éléments-là auraient atteint la profondeur du sable vaseux, c'est-à-dire jusqu'à 11 mètres. Vous avez compris? C'est-à-dire, on pourrait imaginer ce mode de fondation juste ici. Et vous voyez que pour un même cas d'ouvrage, on pourra faire différents types de fondations. Donc, j'espère que vous avez compris un peu les différents types de fondations. Okay? Donc, maintenant, ce que bien sûr, avant d'aller juste pour les fondations superficielles, c'est que vous comprenez que en allant d'une fondation superficielle vers l'amélioration des sols vers la fondation profonde, le coût va augmenter d'une manière très, très significative. D'accord? Si le coût pour ce bâtiment, pour des fondations superficielles, serait à un coût P, je pourrais dire que ceci est 2 fois P, alors que celui-ci serait peut-être 3 ou 4 P. Et vous avez juste l'idée, donc, comment le coût de la fondation pourrait influencer, on va dire, le prix de la fondation et par suite le coût de l'ouvrage. Alors maintenant, comme j'ai dit, nous allons focaliser sur ce qu'on appelle les fondations superficielles. Donc, maintenant, on focalise sur le type de fondation le plus, on va dire, populaire peut-être. D'accord? Donc, ici, on présente l'élément qui s'appelle la semelle. Donc, maintenant, vous voyez un peu les choses d'une manière claire. Il faut bien saisir ça. Qu'est-ce que c'est qu'une semelle? C'est un élément en béton armé, ici, avec ses hachures. Il est fondé à une certaine profondeur D, on va y revenir. Il a une certaine largeur B, mais il a également une certaine longueur. Vous voyez L ici. C'est la dimension perpendiculaire. D'accord? Alors, première chose, si vous avez quelque chose de ce type-là, faites attention, le D, la profondeur, ce qu'on appelle le niveau d'assise, c'est toujours la profondeur minimale qu'il faut prendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si cette semelle serait celle d'un mur de soutènement, vous savez très bien que du côté amont, le niveau des terres est plus haut, donc il ne faut jamais considérer cette valeur. Il faut considérer D la plus petite. OK? Alors, maintenant, on va détailler les choses. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que cette semelle soit isolée. Qu'est-ce que cela veut dire isolée? Avant tout, il y a une classification en termes de L sur B. Lorsque la longueur ne dépasserait pas 5, et je pense que c'est une valeur relativement grande, on pourrait même mettre 3. Lorsque L sur B, donc c'est donné à titre indicatif, lorsque L sur B est, on va dire, ne dépasse pas une certaine valeur, on va dire la semelle isolée. Mais la définition la plus logique, la plus claire, c'est comme suit. Cette semelle est le lieu d'application d'un seul appui de la structure. Donc, on peut imaginer que nous avons un bâtiment où il y a une centaine d'appuis. Si sur chaque appui, vous allez mettre un élément comme ça, la semelle va être dite isolée. Elle est le lieu d'application d'un seul chargement qui provient d'un seul poteau.
Alors, comme nous l'avons vu pour la figure illustrant les semelles filantes, donc maintenant, si la longueur de la semelle, elle, je reviens à elle, elle va être supérieure à 5, c'est-à-dire elle peut atteindre même 10, même 15, d'accord, elle va être dite filante, filante dans une direction. Ça veut dire cette semelle est filante dans la direction de la longueur, qui pourrait avoir 10 fois B, si B égale 1, la longueur pourrait être même 10 mètres ou même plus. Mais la différence avec celle-ci, c'est que cette semelle filante, comme elle est très longue, elle va être soumise à plusieurs chargements. Elle va être le lieu d'application de plusieurs poteaux qui transmettraient des chargements différents. OK? Alors, deuxième solution, c'est que nous pouvons faire des semelles filantes dans deux directions. Comme nous l'avons vu pour le cas du bâtiment, je pourrais revenir à la figure. Des semelles filantes croisées. Ça veut dire, il y a des semelles qui sont suivant cette direction, et vous les voyez peut-être ici avec cette trique en discontinué, qu'on ne voit pas. Et il y a des semelles qui sont là, qui vont dans la direction perpendiculaire. C'est-à-dire, vous allez imaginer que la fondation, c'est comme une trémie où il y a des semelles en béton armé dans deux directions perpendiculaires. D'accord? Bon, si on va, par exemple, être dans la situation où les semelles filantes croisées vont être très proches, leur exécution va être difficile. Ça peut être une justification. Dans ce cas-là, on pourra être amené tout simplement à mettre sous le bâtiment une dalle entièrement. C'est-à-dire, on pourrait revenir à ce schéma-là. On peut imaginer que ici, sous ce bâtiment, on mettrait une dalle sur toute la longueur et la largeur du bâtiment. C'est ce qu'on appelle un radier général. Donc, chose importante, c'est que en allant d'ici à là, vous comprenez que tout simplement, le coût va augmenter. C'est-à-dire, si vous allez dire, par exemple, pour faire un calcul très simple, si vous allez dire B égale 1, D égale 1, L égale 1, nous allons mettre un mètre cube de béton par appui. Si j'ai 100 appuis, on va mettre 100 mètres cubes. Mais maintenant, si vous allez, d'accord, vous allez dire que les 100, c'est 10 fois 10. Si vous allez faire 10 semelles filantes, bien sûr, le volume va augmenter beaucoup plus, parce que la longueur serait 10. 10 fois 10 fois 10, ça va être 1000. Et vous allez multiplier par 2 lorsqu'elles seront croisées. Et bien sûr, le radier général, c'est le calcul maximal. Donc, ceci montre que même si vous êtes en train de vouloir faire une fondation superficielle, parce que vous êtes ingénieur, vous devez optimiser le coût. Je dois analyser la solution semelle isolée. Si elle ne passe pas, je passe à celle semelle filante. Si elle ne passe pas, j'analyse filante creusée. Si elle ne passe pas, je vais analyser radier général. Et ceci avant d'aller à la solution amélioration, renforcement du sol ou fondation profonde. Et ça, ceci est très important. OK? Donc voilà un peu. Monsieur, monsieur, il y a des cas. Ça m'a fait, monsieur. Oui, allez-y. Je vous entends bien. Il y a des cas, lorsqu'on fait un radier général, c'est moins coûteux que lorsqu'on fait des semelles isolées à cause des travaux de coffrage et des décoffrages, n'est-ce pas? Oui, c'est bon, ça nécessite une étude spécifique. Mais moi, je raisonne en termes de volume de béton. Vous avez raison, parce que le prix de parce que l'exécution a un coût. C'est peut-être plus difficile de faire des semelles filantes croisées, mais peut-être pour des structures relativement surface d'appui cuir, ça peut être. Mais le plus important, lorsqu'on dit le coût va augmenter, c'est en termes de volume de béton. Si vous calculez le volume de béton, vous oubliez un peu l'exécution, donc certainement vous allez avoir un volume de béton davantage en augmentant en allant de la première, deuxième, troisième et quatrième. Mais vous avez raison sur la remarque. Le prix, l'exécution a un certain prix pour le coffrage, etc. Ça y est, d'accord. Bon, il y a plusieurs, en fait,
un paramètre qui intervient sur le coup, mais un tour pour que le message essentiel que je veux faire passer ici, en votre qualité d'ingénieur, lorsque vous avez une solution de fondation à proposer, il faut toujours raisonner comme ça. Si je ne peux pas faire un mode ou un type de fondation, je dois dire pourquoi. Et à ce moment-là, je justifie pourquoi je vais à l'autre solution. C'est là où le message est important. J'espère que la réponse est claire. Oui, monsieur. Donc, à l'occasion, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas d'actionner votre micro et me poser la question. Pas de problème. OK. Bon, on arrive maintenant à la chose, à mon avis, qui est également très, très importante. Et ceci va nous donner l'approche. D'accord? Donc, c'est-à-dire, lorsque nous voulons vérifier la stabilité d'une fondation en particulier, je dois rappeler la chose importante que j'ai bien signalée dans le cours, depuis le cours résistance au cisaillement. Le mécanicien des sols, j'ai dit qu'il détermine le chargement à la rupture d'après le critère introduit sur la résistance au cisaillement. C'est-à-dire, pour lui, lorsqu'il va réfléchir sur un mode de fondation, il détermine toujours le chargement qui provoque la rupture du sol. Bon. Mais on va dire, ceci, c'est une approche. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, il a pensé à introduire la résistance au cisaillement qui marque une rupture dans le sol. Aujourd'hui, vous allez la mieux comprendre dans l'approche capacité portante. Alors, maintenant, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez eu déjà dans le cours ouvrage de soutènement. On va comparer entre un terme résistant en faveur de la stabilité demandée. Par exemple, je dis le frottement sol-mur de soutènement, c'est-à-dire si on a un mur de soutènement, le frottement à la base du mur, entre le sol et le mur de soutènement, c'est quelque chose qui résiste vis-à-vis, par exemple, d'un déplacement horizontal. Et on va comparer avec le terme qui sollicite, et ce terme qui est en faveur de l'instabilité. Par exemple, le glissement, c'est la force de poussée. Et dans la suite, j'introduis un coefficient de sécurité suffisant pour être dans un domaine de sécurité. Comme vous l'avez vu dans les exercices, comment je retiens la largeur, par exemple, d'une semelle de mur de soutènement, en raisonnant ainsi. L'effort, on va dire, ou l'action résistante, l'action motrice, et par la suite, j'introduis une sécurité. Tout simplement, vous allez voir que c'est la même approche qu'on va voir pour les fondations superficielles. D'accord? Donc ici, lorsqu'on veut analyser le problème des fondations superficielles qu'on va supposer rigides, vous pouvez comprendre que ce problème, il ressemble à un problème que vous avez eu. Si je commence par la droite ici, vous voyez, ça c'est un mur de soutènement. Or, ça c'est un mur de soutènement sur une, on va dire, hauteur A'. Ce mur de soutènement, si je vais le solliciter par une force P, de sorte que le mur se déplace vers le sol, ce problème s'appelle la butée. Et on avait bien dit que la butée va mobiliser une partie de sol à la rupture, etc. Mais le problème de la fondation, il est à peu près similaire, parce que la fondation, elle est là, elle est bien sûr de part et d'autre soumise à une surcharge, parce qu'elle a une certaine profondeur, et elle est soumise à une force. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer la force ultime, P ultime, que je mets ici juste P, qui provoque la rupture du sol par, ce mot est important, le poinçonnement. C'est-à-dire, nous allons imaginer que la semelle est chargée par une force, P, qui va provoquer la rupture du sol sur lequel elle repose. D'accord? Donc, finalement, il y a une analogie entre les deux problèmes. Donc, ça veut dire, pour la semelle superficielle que nous allons considérer, nous allons déterminer la force qui provoque la rupture du sol sur lequel elle repose. D'accord? C'est la même démarche. Alors, ceci se fait dans le cadre de ce qu'on appelle la capacité portante ultime. Et nous allons, bien sûr, pour, on va dire, simplifier les choses, ça c'est l'approche adoptée dans la majorité des ouvrages
Nous allons comprendre qu'est-ce que c'est la capacité portante ultime d'une semelle filante. Bon, comme vous l'avez vu pour les murs de soutènement. Donc, je peux dire que la longueur de la semelle est très grande. Je poserai la longueur L égale à 1 mètre. Et la section, la surface d'appui de la semelle va être B fois 1. Donc, je peux dire que je vais calculer une force P ultime en kilonewton par mètre linéaire qui est égale à P ultime fois B fois 1. Mais ce P ultime, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la capacité portante ultime d'une semelle filante. Je viens à ce schéma-là. Voilà la semelle de largeur B. Voilà la profondeur D. D'accord? Elle est filante, ça veut dire que la longueur est très grande dans la direction perpendiculaire de la figure. Et je peux raisonner, je peux analyser mon problème comme suit. Quelle est la valeur de P qui va provoquer la rupture lorsque j'appuie par cette semelle sur ce sol? D'accord? Voilà, il faut chercher P ultime. D'accord? Bon, alors ici, nous pouvons dire, a priori, sur le dos des marches, ça, c'est un problème de calcul à la rupture. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le calcul à la rupture, on a des approches théoriques et qui utilisent un raisonnement qui est basé sur la considération, par exemple, de mécanismes de Rorschach. Je vais imaginer comment la rupture va se produire dans le sol. Donc, dire qu'on va imaginer, selon la possibilité, comment le sol, lorsqu'il va être en rupture, comment il va se comporter, si je peux dire. Mais, alors, faisons attention à quelque chose de très important en fonction de ce que vous avez. Dans ce cours, et je vous pose dans tout problème de fondation, le sol qui est au-dessus de D, qu'il soit plusieurs couches ou une seule couche, vous lui dites, vous lui affectez un poids volumique gamma 1, okay, de manière générale. Donc la profondeur est D. Le sol, on va dire le sol d'assise, il aura toujours les paramètres suivants, gamma, C et phi. Le poids volumique, cohésion, angle de frottement. D'accord? Donc ça veut dire que nous allons calculer P ultime, je vais vraiment choisir sur l'approche. P ultime, c'est la contrainte à la rupture qui serait appliquée ici, en fonction de combien de paramètres? Gamma 1, D, gamma, C et phi. Et là, on utilise un mécanisme qui est très connu en mécanique d'une manière générale, en génie mécanique aussi, le mécanisme de Brandt, c'est un mécanicien allemand. D'accord? Ce mécanisme de Brandt, qu'est-ce qu'il dit? À peu près. Vous voyez un peu les flèches là. On va imaginer que ce triangle, A'(M), il va se déplacer vers le bas. Bien sûr, lorsque vous appuyez très fort, vous allez avoir un déplacement conséquent sous la semelle. Et B, je dois revenir en arrière. D'accord? Donc, le sol va avoir ce mouvement, va descendre. Mais à ce niveau-là, il faut comprendre que la contrainte horizontale va augmenter et ce sol va, disons, il va un peu pousser le sol qui est à droite. Mais la façon, c'est qu'il va y avoir du cisaillement, comme ça, jusqu'à certaine position, A', N'. Et par la suite, comme le sol va être cisaillé, il va être un peu refoulé vers le haut. C'est-à-dire, toujours on essaie d'imaginer. Donc là, on imagine le mécanisme. On ne part pas de la réalité, on imagine. Donc j'imagine qu'à la rupture, sous cette semelle, qu'est-ce qui va se produire? Bon, je ne le fais pas sur la figure, mais sous la semelle, le sol va tasser considérablement, chez Arad Kinahak, à peu près peut-être. Et de part et d'autre, il va y avoir un petit soulèvement. Et c'est ce qui exprime un peu ce mécanisme. D'accord? Donc, je ne vais pas insister beaucoup. Si vous, on va dire, préférez, vous aimez voir les détails, il faut voir ce qu'on appelle le calcul à la rupture. Voilà. Donc, pour résoudre ce problème, Terzaghi, il a fait une analyse dimensionnelle. Bon, une analyse dimensionnelle qui est pertinente. Donc, comment il raisonne? Il dit que P ultime, en termes de contraintes, elle va être la superposition de 3 contraintes indépendantes, si je peux dire comme ça. قداش عندنا un paramètre gamma 1 D.
Ah, gamma 1D, déjà, c'est une contrainte. Si on multiplie gamma 1 par D, vous voyez que c'est la contrainte que vous voyez tout à l'heure. On a de part et d'autre. Le Q, et tout simplement, c'est le produit de gamma 1D. Donc, ça veut dire que j'ai une valeur constante. C'est normal. Vous comprenez que si je mets la semelle en surface, cette contrainte serait nulle. Donc, la résistance du sol va être meilleure lorsque je vais à une grande profondeur. Donc, ce terme s'appelle le terme de profondeur. Terme de profondeur. Okay? Il y a une autre contrainte logique qu'on voit, c'est la cohésion. La cohésion, c'est une contrainte, taux égale C plus sigma tangent phi. Donc, il va y avoir un terme de cohésion. Et faites très attention, cette cohésion, elle est totalement indépendante de gamma 1D. Mais il y a un autre terme qui consiste, parce qu'on a deux paramètres, gamma, ou largeur B, plus ou moins. Gamma fois B, c'est une contrainte. On va dire que c'est un terme de surface, parce que B, bien sûr, intervient sur la surface de la semelle. Donc, cette valeur que je cherche, P ultime, qui provoque la rupture, elle est la superposition de ces trois termes qui sont totalement indépendants. Gamma B, elle est indépendante de gamma 1D, et les deux sont indépendants de la cohésion. Et j'ai dit la superposition. اي ما انتم تقولوا به احنا البروبليم تاعنا مازال عندنا بارامتر ما حكيناش عليه. شفتوا هذا شنو هو لونجل في كي n'a pas d'unité. Donc معناتها احنا par le calcul cette capacité portante ultime مش تكون un premier terme gamma 1D fois un facteur qui ne dépend que de phi ما عندوش unité plus gamma B fois un autre facteur qui ne dépend que de phi plus un terme C fois un troisième facteur qui ne dépend que de phi. Donc, vous avez compris un peu l'approche, elle est l'analyse dimensionnelle. Ça s'appelle l'analyse adimensionnelle, on dire que des grandeurs sans unité. D'accord? Donc, sur l'approche, d'une manière très simple, c'est que P ultime, la contrainte qui va provoquer la rupture du sol sous la fondation, va être la superposition de ces trois termes de surface, de profondeur et de cohésion. D'accord? Et chaque terme va être multiplié par un certain coefficient qui ne dépend que de l'angle de frottement. Et vous allez voir que le calcul de chaque terme, il va être fait en annulant les deux autres. Un terme de surface, je vais mettre B égale 0 et C égale 0. Si je vais calculer le terme de profondeur chez Zimnina, on couche gamma égale 0. On couche B égale 0 plutôt. Gamma égale 0 et C égale 0. Si je cherche le terme de la cohésion, je vais annuler quoi? Je vais annuler D et je vais annuler bien sûr gamma. Donc vous voyez l'approche. L'approche, c'est que nous allons chercher une valeur qui est la somme de trois termes et les trois termes sont indépendants. Et indépendants même pas de point de vue valeur, mais même de point de vue raisonnement. Vous allez voir un peu l'approche. Donc ici, on va commencer par le terme de surface. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer le terme de surface? Donc, je rappelle, le terme de surface, le terme je لازم ناخذ gamma différent de 0. السؤال هذا لازم يكون pesant, عنده poids. Et وشنو ياخذ؟ Bien sûr, لازم معناتها نخلي B égale 0. شو معناتها D égale 0؟ معناتها السؤال نتاعي شكون على السيرفاس؟ مش معناتها باش نقول gamma 1 égale 0 والكوهيزيون égale 0. ما لمش تقع الموديل هذا pour calculer la force P qui correspond à la surface, on analyse le poids P ultime, on va dire B, terme de surface. Donc, là, le terme B, il est calculé d'une certaine manière que vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, ce sol-là, il est pesant, sa cohésion est nulle, et il n'a que l'angle de frottement. D'accord? Donc, le raisonnement dit, on suppose, donc, des mécanismes de ruine, on va dire, de l'imagination. Lorsque je vais être à la rupture, je vais atteindre P ultime pour le terme de surface. Il y a le poids du bloc que je dois prendre en considération. Ce sont les deux forces motrices. Je me roule
Et, mais quelle est la force qui va réagir? Bien sûr. Ce terme, ce coin-là, A', c'est du sol. Mais ça veut dire qu'il est supposé rigide. Le poinçon du béton. C'est du sol, mais pour le calcul, il est supposé hors rupture. La rupture va avoir lieu où? Sur AM et A'M. Et c'est comme si j'ai un mur de soutènement. C'est comme si j'ai un mur de soutènement dans le parement avec le vertical. Voilà, il est incliné. Donc, ça veut dire que on va dire que la réaction du sol sur le mur de soutènement, c'est la force de butée. Surtout à la force de butée, qu'on calcule en supposant que le frottement, bien sûr, c'est le frottement sol-sol. Nous sommes dans le sol. Ça veut dire que le frottement entre le triangle et c'est le frottement sol-sol. Donc, il y a un angle phi qui va faire avec les cours offrir. Et donc, on va juste écrire cette équation très simple. P plus W égale 2 fois, c'est symétrique, 2 fois PV, cosinus 7 qui est tout simplement égal à cosinus P sur 4 moins P sur 2. OK? Bon, on peut calculer le poids de W, mais c'est gamma fois la surface du triangle, elle est là. Mais la force de butée, toujours sous la forme 1 demi de gamma H carré fois KB. La H, la H, il y a AM. Le mur de soutènement, on a rejoué le mur de soutènement. Le mur de soutènement, on touche par rapport à l'horizontale, mais il peut-être maintenant, avec un angle qui fait moins pi sur 4 plus pi sur 2. Donc, l'angle est vert, pi sur 4 plus pi sur 2. OK. Bon, lorsqu'on développe les calculs, KB et B se calculent d'une certaine manière, pour ne pas entrer dans les détails, c'est en fonction des hypothèses que vous allez faire. Le plus important, vous arrivez à cette équation-là. Je vous vois en bas. P limite, voilà l'ultime en termes de contrainte. Elle est égale à quoi? Gamma B sur 2 fois ce qu'on appelle NG. NG. هذاك هو le facteur اللي حكينا عليه الساعة qui ne dépend que de phi. وشوفوا ال NG ايش فيه هنا؟ هاي الاكسبرسيون تاعو ال NG. بون هنا ال NG هنا ثم حاجة لازمنا نحيوها باردون نصلحوها. الجاما ما ثماش. الجاما ما ثماش. داكور. الجاما ان دمي ما ثماش. دونك سا سي اون فوت نقولوا احنا دو فراج سواليزون. فوالا الان جاما اش فيه ترى؟ فيه كابي. تعرفوا كابي لو ديبون كو دو فروتمون والاخرين كلهم دي تيرا فيه كان لونغ دو فروتمون. اش معناتها؟ معناتها سا فو دير كو le terme de surface qui a été calculé avec C égale 0, D égale 0, il est identifié sous cette forme-là. Faites attention, pour une semelle filante. Nous sommes, une semelle filante, je vais le dire, soumise à une force centrée, verticale centrée. OK? Qui est un résultat, je crois, verticale centrée, comme vous le voyez ici. OK? Donc, le premier terme, bon, là, le coefficient KB, on va dire, il dépend des auteurs. Plutôt, le coefficient N gamma, NG, il dépend des auteurs. Le KB, il dépend de l'hypothèse que vous considérez. Je vais vous dire la théorie de Rankine. Pour les mecs, là, tangente carré, pi sur 4, plus pi sur 2. Mais je vais vous dire la théorie de Kakou Kérizé. Je vais vous dire la théorie autre. Donc, le terme N gamma, il dépend de la méthode. Bon, juste pour vous dire que ce terme, il dépend des auteurs, mais la démarche de calcul, elle est toujours la même. On a fait la remarque suivante. Chaque l'hypothèse est هنا لو قلنا الA' M كأنه تابع للبيتون. مثلا cette hypothèse va être totalement différente pour les deux autres termes. اش حبيت نقول معناتها حاب تفهم انه كي نقولوا les trois termes sont indépendants مش على خاطر وقت ناخذ C égale 0 et D égale 0 ici bien sûr indépendant des deux autres, mais même le raisonnement pour le calcul il est différent. D'accord? Donc ça c'est le premier terme. Deuxième terme, il n'est pas compliqué, mais il des calculs où on utilise beaucoup les cercles de mort, comme je vous ai dit certainement. Donc, le terme de profondeur, le terme de profondeur,
Bien sûr, C égale 0. Le sol vérifié qu'un chiffre, quel nombre de fois. Mais il faut annuler le terme de surface. On ne va pas dire B égale 0, on va dire gamma égale 0. D'accord? Donc, il y a les gamma 1D, je fais au gamma 1D, là, je fais au gamma 1D, A et gamma 1D. Et la contrainte verticale qui est liée, qui représente l'action du sol au-dessus de la semelle. Voilà. Et la contrainte que nous cherchons à la rupture pour ce terme s'appelle le QD. Je la note QD. Là, on raisonne avec ce mécanisme. Elle dit, à peu près, il représente ce qu'on appelle le mécanisme de Planck. D'accord? Donc, on suppose que on a la poussée du sol ici. D'accord? La poussée. Planck, c'est comme je vous ai expliqué, il y a un cisaillement radial. Ok, comme ça. Par la suite, il va y avoir la butée, mais comment justifier cela? Bon, lorsqu'on dit j'ai la butée, vous comprenez pourquoi cette direction c'est pi sur 4 moins pi sur 2. Il y a un butée, c'est-à-dire le plan de rupture AM, il est situé à pi sur 4 moins pi sur 2. Donc vous comprenez de la même manière pourquoi elle est pi sur 4 plus pi sur 2. Il y a un poussé, donc le plan de rupture, j'ai à pi sur 4 plus pi sur 2. Donc lorsqu'on fait la somme de ces deux, je prends pi sur 2. Donc l'angle est je prends pi sur 2. Pour la somme égale à pi. D'accord? Bon, l'analyse, elle repose un peu sur ces étapes déjà, mais on utilise beaucoup ce petit schéma explicatif que j'ai voulu donner. Je commence à faire mon choix. Donc, je vous venir les calculs des contraintes. On veut calculer QD. Voilà. On va commencer par gamma 1D اللي هي معروفة. باش نلوجو Q2 بعد باش نلوجو Q1 بعد باش نلوجو QD. ومن بعد باش نعملوا relation بين Q2 و Q1. D'accord? Bon, regardez bien. Nous sommes, nous sommes là. Nous sommes dans le cas où C égale 0. La droite intrinsèque passe par 0. Tout cercle de noir à la rupture, c'est sigma 3, c'est sigma 1. Et pour les vecteurs Q2 et Q1, dans les deux cas, le vecteur N. Surtout le vecteur N, il fait l'angle phi par rapport à la normale. Q2 il fait l'angle phi par rapport à la normale à N. De la même manière, Q1 il fait l'angle phi par rapport à la normale. Yani on va utiliser le même calcul. Et quand on a dit maintenant une butée, donc que j'ai mis dans ce cas-là, je n'offre un gamma 1D. هي sigma 3 bien sûr. En allant de là. نخرج من AJ ونمشي ل AM1 وش après la contrainte augmente jusqu'à la contrainte QD هي la contrainte maximale. OK وإذا نفهم انه معناتها هذا بلان دو رupture وهذا زاد surface de rupture ou هذا surface de rupture. Donc ça veut dire que ce raisonnement il est à la rupture en utilisant ce schéma là. Donc دوما تتذكروا بالمنيح اذا كان نكتب sigma 3 égale gamma 1D et parfois, c'est le fameux coefficient à butée, sigma 1, et je dois les gamma 1D, sigma 3, fois tangente carré, puis sur 4, puis sur 2. Bon, on va notre fait facile. Il est que là où je Q2, cette contrainte, je vais le rayon du cercle. Le rayon du cercle sur cette valeur est égal à sinus phi. Voilà, R sur Q est égal à tangente phi. L'essentiel, c'est que vous pouvez vérifier que le vecteur Q2, il est égal à combien? Il est égal à gamma 1D tangente pi sur 4 plus phi sur 2. OK? Ce résultat est faux. Et le résultat est faux. Gamma 1D tangente carré pi sur 4 plus phi sur 2, on montre que Q2 est égal à gamma 1D tangente pi sur 4 plus phi sur 2. Bon, en fonction de sigma 1, je trouve Z, sigma 1 égale Q2 tangente pi sur 4 plus pi sur 2. Nous le pousser, c'est le même raisonnement. Qui nous le pousser, c'est le même raisonnement. Le contrainte majeure, je trouve les QD, sigma 1, je trouve les QD, ou le contrainte mineure, je trouve les contrainte mineure, je trouve les حاجة أخرى.
مي شنو اللي قلنا على طريقه الكالكول فيه؟ احنا قلنا انه كيو 1 هذا اللي جاي قبل باش تكتب ديريكتومون مكتوبه هنا سيجما 1 ايكال كيو دي كي تيكال كيو 1 طاجون بي سور 4 بلس في سور كيما كتبنا لهنا في السيركل الاولاني. اوكي باش تلقاو ريزولتا هنا. ومن بعد عندنا لوتر كالكول ان بو بلو ما نحبش نقول كومبليكي خاطر هذا فيه بليزيور كالكول. سيت كورب سا سابيل اون سبيرال لوغاريتميك عندنا سيغتان ايكواسيون وتكتبوا كيما شفتوا لهنا في الايكواسيون هذه الريلاسيون بين كيو 2 و كيو 1 هي سي لو رابور جيومتريك هذا اكسبونونسيال موان بي تانجونت في. بعدين انتوما كيفاش تاخذ كيو 2 gamma 1 d tangente p sur 4 plus sur 2, je dirais QD égale Q1 ou Q1 en fonction de Q2. Voilà ce que vous allez obtenir en termes de la contrainte QD. Je n'ai rien, je te la gamma 1 d là où elle est, tangente carré pi sur 4 plus pi sur 2 à la touche fois exponentielle pi tangente phi. Et le terme là où j'oublie, là où j'oublie le terme de profondeur. Donc ça veut dire que la deuxième, le deuxième terme de profondeur, il est égal à combien? Il est égal à gamma 1d fois ce facteur-là, nq. Bon, là, je remarque que ce calcul est exact. Le calcul ne dépend pas des auteurs. Le calcul il est exact. Même par le calcul de la rupture, on montre qu'on trouve ce résultat-là. D'accord? Donc, pour voir jusqu'ici. Là où j'ai le terme de surface. Gamma d sur 2, n gamma. On va, terme de profondeur. Ok? Mais le terme de cohésion. Alors, le terme de cohésion, c'est un on va dire, une démarche qui va nous ramener à ce cas. Surtout le cas on va, pour calculer le terme de cohésion, nous ramener à ce cas-là. Le terme de cohésion, d égale 0. Gamma égale 0. معناتها عندنا une semelle à la surface du sol ما فماش Q. Mais هنا باش نعملوا ان تhéorème هذا راهو فهم chapitre résistance aussi زي ما سموه le théorème des états correspondants. شو يقول التhéorème؟ يقول لك كان عندك un sol cohérent et frottant. السول نتاعنا فيه cohésion وangle de frottement. معناتها الكوربه انترسيك نتاعو لنا هذه. Je peux le ramener pour le calcul. باش نعمل الكالكول. Je peux le ramener à un sol purement frottant. Je m'attends purement frottant. La cohésion terme égale 0. يعني كأني عملت un changement d'axe. تقولش عليا l'axe هذا جبته لنا. Mais وقت اللي أنت باش نحيلوا الكوهيزيون il faut la remplacer par quelque chose. Donc انتم تشوفوا البوزيسيون تاع السيركل 1 هذا شفتوه ال 1 اللي كان لنا في الكا دي سول كوهيرون فروتون هو كان لنا وفي الكا دي سول بولفيريلون ولا لا هذه ديستانس سي سور تانجونت في شفناها سارتان مومون هي الاو او بريم. يقول لك انت ما تنجم تعمل لا ديمارش هذه اللي كان تحب تنحي الكوهيزيون تاعك السول يلزمك هنا regardez bien le seul corps frottant ramener un sol purement frottant à condition d'ajouter une pression isotrope C contingente phi en tout point. ايش معنى الكلام هذا؟ معناتها نتخيل انا مثلا نرجع لنا باش نفهموا شويه كي نقول السول هذايا نتاعي داكور معناتها هو الكوهيزيون تاعو ولات زيرو لكن هو الكوهيزيون موجوده. تقولش عليه في كل بوان من السول هذا عندي ليتا دو كونترانت يشبه البريسيون انترستيسيال. يعني في كل بوان عندي une contrainte normale dans toutes les directions. En particulier sur la frontière. شفتوا الفرونتيير هذه بعد كي نقول لكم راهو اتونسيون هذا في كوهيزيون مش كوهيزيون واش تقولوا؟ قولوا باهي فهمناها ليتا دو كونترانت ايزوتروب في كل بوان. مي en particulier لنا في الفرونتيير en tout point لازم تكون عندك contrainte équivalente à une pression كيما هذه. Quelle est sa valeur? Sa valeur, c'est cotangente phi. On a ramené le problème des termes de collision au terme de profondeur parce que je tourne les flèches bleues et non les flèches bleues qui représentent C cotangente phi. Voilà, on a une flèche bleue qui correspond à C égale 0. D'accord? Là, on met des phi collision. La contrainte où elle est C cotangente phi, elle est sur toute la frontière, y compris le nom. Tout à l'heure, on a calculé QD. Donc, là où je QC, donc l'équation de base, je trouve QC, la valeur là où je fais la cohésion, plus C cotangente phi, C sur tangente phi, égale, qui m'a chauffé la serre. Je trouve le résultat du prénom. Gamma 1D, la surcharge, fois tangente carré pi sur 4 pi sur 2 exponentielle tangente phi, MQ.
Et bien, c'est ce qu'on a fait. QC plus C tangente plus C sur tangente phi égale MQC sur tangente phi. Bien sûr. Et vous allez écrire P sur B égale C fois NC. C fois MQ, donc, les écoule NC. Hein. Plutôt C fois MQ. D'accord? Donc, torge NC égale NQ moins 1 sur tangente phi. Lorsque vous identifiez ces deux-là, au terme NC, d'accord? Et le terme NC, il est déterminé à partir de NQ d'une manière très simple. OK? L'approche, même si vous oubliez les détails, mais l'approche utilisée, c'est une approche qui utilise un raisonnement à la rupture pour calculer trois contraintes indépendantes. Les contraintes indépendantes, elles ont le terme de collision, le terme de profondeur, le terme de surface. OK? Et la contrainte résultante, bien sûr, je compte la somme des trois là. Actuellement, NC ou NQ, NQ, il est exact, NC, il est exact, mais N gamma, il dépend des auteurs parce que le coefficient d'unité peut être calculé différemment en fonction des auteurs. D'accord? Donc, maintenant, une conclusion en termes. Quelle conclusion? Je me roule, bon, elle est tirée du chapitre. Pour une semelle filante de large B, filante, L égale à M, fondée à la profondeur sur un sol de poids volumique gamma, ayant pour caractéristiques C et phi, la capacité portante ultime, ultime d'une semelle superficielle. En pratique, pour la capacité portante du sol. La capacité portante du sol, c'est quelque chose qui n'est pas correct, pour ne pas dire faux. Parce que, comme vous le voyez, si je vais faire la somme des trois termes, allez, je ferai gamma 1D fois NQ de phi, plus gamma B sur 2, N gamma de phi, plus C NC de phi. Donc, l'expression elle dépend de quoi? Elle dépend de quoi? Elle dépend de C et phi, Marco, le sol. Elle dépend de D, ok, de gamma 1. Mais le plus important, elle dépend de B. Et B, c'est quelque chose qui est lié à la semelle. Donc, maintenant, je prends la capacité portante à sol. Il y a une fondation. D'accord? Donc, ces facteurs-là, NQ, NG, NC, sont des coefficients sans dimension qui ne dépendent que de phi. D'accord? Et on rappelle que NQ et NC sont exacts, les valeurs. Cependant, N gamma, il a fait l'objet de plusieurs tentatives, etc. Et là, vous avez un extrait du tableau des facteurs d'importance. Je chauffe on a à droite. Je chauffe en fonction de phi, la valeur de NC, facteur réel, NQ, facteur Laoulani, et NG ou la N gamma, facteur réel. Bien sûr, c'est juste phi égale d'accord? Donc voilà un peu l'approche. Ce qu'on a vu en détail, c'est comment calculer la capacité portante ultime d'une semelle filante dans le cas charge verticale centrée. Et d'après quoi on a calculé? D'après la méthode de Terzaghi, qui utilise quoi? Qui utilise les valeurs de C et phi qu'on a vu depuis le chapitre résistance au cisaillement. C'est la méthode C et phi. D'accord? Bon. Maintenant, je vous laisse la possibilité de poser des questions. Peut-être tout à fait convaincante, mais claire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, donc vous pouvez le faire. Monsieur. Monsieur, pourquoi on a calculé le P ultime en tant qu'une charge ponctuelle alors que pour une semelle filante, parfois on est dans le cas d'une charge uniformément répartie, par exemple? Ah, là, c'est une. Écoutez, voilà, le calcul, il oublie un peu la réalité du chargement. Le calcul, il oublie la réalité du chargement. Qu'est-ce qu'il suppose, le calcul? Il suppose que la force qui nage le modèle. Alors, on a une force. On a une force, c'est un chargement. En général, nous avons une force déjà lèche verticale au centre. Donc, une force, ça c'est la sollicitation réelle de la semelle. Mais on a le calcul, lorsqu'on est passé au calcul, on a oublié la force. On va calculer juste une contrainte verticale, P ultime, on a une contrainte. Le raisonnement qu'on a fait,
on a cherché une contrainte. Mais cette contrainte, elle est supposée quoi? Si la charge est centrée et verticale, c'est une force. Grand P, c'est une force. Petit p, c'est une contrainte. Et dès que la contrainte ultime, la méthode qu'on a exposée, vous serez capable de calculer la force ultime. D'accord? Donc, vous avez calculé une contrainte selon une certaine méthode, je vous parle théorique, pour déduire la force verticale centrée. Ceci n'a rien à voir avec le chargement que transmet la semelle. فهمت معناتها l'approche نتاعنا عملنا un calcul. OK? Et ce calcul est basé sur des considérations donc de rupture et d'analyse dimensionnelle, etc. Donc, on a calculé, je vous parle théoriquement la contrainte P ultime pour déduire la force P ultime qui est une force par rapport à ce schéma-là, c'est pour le vertical centré. OK? Donc, la problématique, déterminer la force ultime, P ultime qui provoque la rupture du sol par poinçonnement, rupture localisée sur la fondation. Donc, on calcule une contrainte pour déduire la force dans une configuration très, très simple, si j'ose dire. Semelle filant, charge verticale centrée. Voilà. Bon, alors, ici, ça m'a un cas très particulier. Un cas très particulier qui est intéressant dans la pratique. On va voir une petite application. Alors, si le sol est purement cohérent, je m'attends les mêmes, ma fille quelle cohésion, ou fille égale 0. Et compte tenu des définitions de NQ et N gamma, bon, vous pouvez montrer d'une certaine manière, on va faire le calcul. Alors, le NC est plus de 5,14. D'accord? Alors, tu vois là. Donc, la phi égale 0, NC 5,14. Et NQ égale 1. Ou N gamma égale 0. طبعا N phi égale 0, N gamma égale 0. كله ما فيه كان l'angle de frottement est égal à 0. OK? Donc, c'est un cas très particulier pour les vérifications à court terme. D'accord? Ça, c'est un cas particulier. OK? N'oublions pas que nous avons déterminé cette équation-là qui représente une contrainte verticale supposée uniforme sur une semelle de largeur B filante et qui est dans la configuration le château Thomas, ça veut dire elle la configuration A, elle la configuration A. OK? Donc, on a calculé une contrainte verticale qui est vraiment dans une. On a utilisé un modèle simple, celui de la semelle filante, soumise à normalement une charge verticale centrale. OK? Mais, vous allez comprendre, je pense que ce transparent, vous essayez de bien saisir ce que je dis. Et c'est le transparent le plus important, notamment le MES de géotechnique. احنا اش قلنا لو وجدنا لا كاباسيتي بورتونت ultime نسميها كو ultime شفتوها هذه شنو هي لا كو ultime هي la contrainte verticale qui provoque la rupture du sol sous la fondation. OK? On a calculé ça. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que je peux faire des essais sur un modèle réduit notamment et je vais mesurer cette contrainte. Je m'arrête les moyens de faire je n'ai un modèle réduit, on va venir une semelle de 2 mètres, une semelle de 20 cm, un facteur d'échelle de 10, etc. Et je vais charger le sol par cette semelle-là pour déterminer la contrainte à la rupture. Bon, oubliez un peu ça. Sur ce schéma-là, je vous des courbes qui ressemblent un peu aux courbes tau sigma. Les 7 cisaillements, d'accord, les courbes taux, enfin, taux en fonction de l'epsilon, on la voit, ou مثلا Q en fonction de l'epsilon, c'est triaxial. مش قلنا وقت توصل الكونترانت الفالور ماكسيمال نتاعها كي رupture هذوما دي زيسي ريال صاروا على فونداسيون معينه مش لازم نقولوا شنو هي. اما المفيد عنده هو قداش 1 2 3 4 6 modèles عنده 6 modèles de sol et il a chargé jusqu'à la rupture. شفتوا هنا شنو لقى مثلا هذا الموديل الاولاني وصل à peu près 180 كيلو باسكال
الموديل الثاني ابري كيف الثالث. مي بور دوتر موديل قل. دونك انتم نحب تفهموا حاجه يعني الفالور تhéorique اللي احنا on l'a calculé, on peut la mesurer. واضح ولا؟ باهي. احنا في البراتيك pour mettre une fondation superficielle انا مش نرجع شويه نكون ترانسبارون. دونك انتم كيفاش تتخيلوا الفونداسيون سوبرفيسيال كيفاش نخليوه ديريكتومون؟ ما هو جاو نحاول السول على البروفوندور هذه ولا؟ السول كاين مثلا لنا وجاو نحاول البروفوندور هذه صحيح ولا؟ دونك كاين مش خلي على السمال السول على لا سميل سور السول اون ديمينيون جاما ان دي لازم نحيك الجاما ان دي. دونك احنا في الكالكول شنو الاوبجيكتيف تاعنا؟ باش نقولوا كيفاش نوصل لا فالور ادميسيبل يعني لا فالور اللي لازم نعمل بها الكالكول. دونك اون انترودوي لا شارج الكاباسيتي بورتون نت اللي هي جوست كيو التيم موان جاما ان دي. واضح ولا؟ دونك معناتها باش تولي الفورمول هذه اللي شفناها هذه موان جاما ان دي معناتها باش تولي جاما ان دي ام كيو موان زان ولا يقدر ما يبدل حتى شيء. من بعد الكيونات هذيك لازمني نسال une valeur à la rupture. معناتها valeur est-ce que vous imaginez qu'on va mettre un élément de fondation avec une charge jusqu'à la rupture? Bien sûr non. شو لازمني نعمل؟ Je divise cette valeur par ce qu'on appelle le coefficient de sécurité vis-à-vis du poinçonnement. اش معناتها؟ معناتها يلزمني نبعد بالكدا و être très loin de cette valeur. Et ce schéma illustre bien une application. Si je mesure une contrainte de 180 kPa à la rupture, voilà la plupart des règlements, la valeur que je dois considérer comme étant la valeur admissible. Lesquelles constent 180, je dois retenir 60. Voilà, mais sur le plan pratique, qui n'a rien à voir avec le raisonnement. La valeur admissible par le calcul, c'est quelque chose qui est égal à cette différence divisée par 3 plus gamma 1D. Allez, soi-disant la valeur admissible, cette semaine, je vais la emblayer. Je vais le gamma 1D. شفتوا كيفاش احنا قلنا نحيو gamma 1D parce qu'avant de mettre la semelle, on a enlevé gamma 1D. Et on va prendre la valeur هذه divisé par 3. On vient très très loin. Et on va décider un gamma 1D. خاطر الجاما 1D هذه معليش sécurité. فهمت؟ الجاما 1D هذيك الجاما 1D ما احناش شاكين فيها هذه الجاما 1D. اوكي؟ دونك انتم par le calcul, voilà la valeur admissible. منين جات هذه الفالور admissible? Elle vient d'où? Elle vient d'une valeur qui est également calculée. Elle est calculée théoriquement. Elle est par conséquent, elle est calculée, etc. Donc, que admissible, elle est calculée. OK? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que elle est la condition la plus importante. Surtout la condition, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous mesurez une contrainte admissible pour une semelle, pour une fondation, il faut que cette contrainte ne doit pas être dépassée par la contrainte que vous allez mettre sur la semelle. Maintenant, là, j'entends le problème de la structure. Tu peux avoir un bâtiment R+8, d'accord? Ou je te appuie la somme des charges que vous allez diviser par la surface de la semelle. C'est la contrainte réelle. C'est que l'ouvrage, cette contrainte qu'il faut peut-être ajouter, la contrainte réelle, elle est apportée par l'ouvrage. OK? Mais les autres, cette contrainte réelle, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à la contrainte admissible. Et c'est la vérification de la capacité portante. Ce qu'on appelle la vérification vis-à-vis de la capacité portante. Similaire à la vérification du glissement ou renversement sur les murs de soutènement. OK? Donc, c'est la condition la plus importante dans ce cours. La contrainte admissible ne doit jamais être dépassée par la contrainte réelle apportée par l'ouvrage. Mais là, au début du cours, il faut faire 2 vérifications. Au début du cours, je connais 2 vérifications pour la stabilité. Alors, la deuxième vérification, je trouve, si je dis que je peux appliquer au maximum
maximum 60 kPa, il y a autre chose importante. Bien sûr, il contraint en fonction de déplacement. Bien sûr, c'est le déplacement vertical. Je vais poinçonner le sol, c'est le déplacement vertical, le tassement. Mais on a divisé par la largeur de la fondation. On avait l'anglais displacement by width of footing, la largeur de la semelle. Ouais, شنو تشوفوا لنا هو انه كان باش ناخذ الموديل هذا. اذا كان نخلي 60 كيلو باسكال لو تاسمون سورا كذا. باش ناخذ الموديل هذا شكون un peu plus grand. باش ناخذ الموديل هذا il va être plus grand. اي وهنا bien sûr ثم حاجه مهمه. ما فيناش la stabilité elle nécessite autre chose. Le Kanti, c'est bien, vous avez limité la contrainte que vous avez appliquée. Mais dans tous les cas, cette contrainte, lorsque vous calculez le tassement qu'elle va engendrer, le tassement qu'elle va engendrer, cette contrainte, ne doit jamais dépasser le tassement admissible. Une semaine, je peux mettre sur cette semaine 300 kN, 30 tonnes force. Ouais? وقت مش تحسب التاسمون يقول لك والله التاسمون ماشي يطلع 5 سنتيمتر يقول لك لا 5 سنتيمتر هذا سي بوكو مي كيفاش نعرف؟ يقول لك الفو فوا لا سوليسيون كيفاش؟ مش نقول له ليميتي لا شارج لوفراج ولا نقول لك لازم تلقى حل اخر. دونك الحل الاخر شنو هو؟ تنجم تكون تعمل نوتر سوليسيون الواجب بور فيريفي سيت كونديسيون. معناتها انتم نحبوا نقولوا جيست ا سو نيفو هذا مازال ما قدمناش. Vous devez ne jamais oublier ces deux vérifications dans l'ordre. Dans l'ordre. Lorsque je dimensionne une fondation, quelle qu'elle soit, superficielle, il faut vérifier cette condition 1. Il faut vérifier cette condition 2. Voilà. Et ceci, j'ai voulu l'illustrer par ce schéma-là qui est réel. Donc, on a calculé la valeur admissible, on a compris comment on la détermine. Au bas, on a la vérification qu'on doit écrire 1 et 2. D'accord? Donc voilà, en matière de vérification de stabilité. On peut vérifier d'autres choses, alors selon le problème. Je vais dire des conditions particulières, on peut vérifier autre chose. Bon, on va passer dans la deuxième partie du cours, il y a beaucoup plus comment implémenter selon les cas qui se présentent. On a vu comment on détermine la contrainte à la rupture et on a vu comment on détermine la contrainte admissible. C'est le plus important. Mais en fonction du cas, on peut avoir plusieurs vérifications selon le cas. Supposons que notre sol soit un sol fin saturé. À court terme, CU ou VU, ou à long terme, C' ou F'. Comme on l'a dit, résistance aux 6 éléments, je dois vérifier la stabilité à court terme en utilisant ces paramètres et je vérifie la stabilité à long terme en raisonnant avec les contraintes effectives. Le même sol, c'est le même sol, mais le même sol qui va être sollicité par un ouvrage, par le biais d'une semelle, à court terme, on a les paramètres et à long terme, on a les paramètres. Bien sûr, la logique, je trouve, vérifier la stabilité à court terme, en général, lorsque l'ouvrage est terminé. À long terme, je le compte après 6 mois, après 2 ans, après même 10 ans. D'accord? C'est-à-dire lorsque le sol sera consolidé ou quelque chose de ce genre. Donc, il y a la chose la plus importante. Je calcule contrainte totale à court terme, contrainte effective, vérification à long terme. Là, on a un autre cas qui est très important. C'est le niveau de la nappe. On peut être en général dans les cas de l'alcool. Quels sont ces cas-là? La semelle, à la limite, peut être en surface. Vous voyez, c'est possible. La semelle peut être juste au niveau de la surface d'assise. Elle s'appelle le sol d'assise. Vous pouvez vérifier que j'ai toujours conservé ces notations et je vous conseille de ne pas les oublier. Gamma 1, c'est le ou les sols au-dessus du niveau d'assise. D, c'est la profondeur. Donc, astronomie. Gamma, c'est le sol d'assise, le sol sur lequel repose
la semaine. Donc, احنا مثلا اذا كان نحبوا نحسبوا notamment à long terme. إذا كان مش نقول أنا مش تعمل مش نحسب en contrainte effective, le cas le plus logique c'est le long terme. Donc إذا كان أنا je suis dans le cas A, معناتها نافوني. Donc ça veut dire gamma 1D doit être en contrainte effective. Gamma D doit être en contrainte effective و C ما عندناش فيها مشكلة. Donc تشوفوا أنه نخلي gamma prime و gamma prime. gamma prime B gamma تاع السؤال هذا هنا gamma prime 1 هذا اوكي بلس سي ان سي تنجم تكون سي بريم اوكي. اذا كان النيفو دو لا ماب يجي لهنا الكونترانت توتال ولا ايكال كونترانت افكتيف لهنا دونك باش نخلي gamma 1 دي je dois mettre gamma prime الترم هذا gamma prime اوكي والسي هكا ما عندناش معاه مشكل. Maintenant, vous allez saisir une chose. Si la nappe est au-delà de cette profondeur est limitée. Pourquoi B sur 2? B sur 2, il faut juste revenir au modèle de calcul que vous allez considérer. نرجع مثلا mécanisme de Plante. ناخذ حتى هي. Donc, grosso modo, إذا كان هذه B إذا كان هذه B وإذا كان هذا مثلا بي sur 4 plus بي sur 2 plus ولا moins ما يهمش je suis à peu près sur بي sur 4 donc هذه باش تكون à peu près B sur 2 هكا ولا كيكون هذا angle droit هذا angle droit ولا وهذه B sur 2 ولا donc je sais à peu près je suis à peu près à B sur 2 bien sûr إذا كان عندك plus فيه مش تزيد شوية mais l'essentiel c'est que ما يهمش au-delà de B sur 2 nous allons oublier la nappe. أنا بالنسبة لي كان le niveau de la nappe يعدي quelle profondeur D plus B sur 2 donc je suis dans le troisième cas راني هنا donc ما بقاش عندك gamma prime لا الأولاني ولا الثاني donc je vais تخدم كاين لا U égale 0 donc هذا c'est important ندوا بالكم مني maintenant bien sûr vous allez le voir dans l'exercice mais هذا il faut le dire dès maintenant c'est-à-dire la capacité portante lorsqu'on va passer à la pratique des choses. Qui يقولوا C ou phi, ماهوش n'importe quel C ou phi. Court terme, باش يكون C U phi U. Long terme, باش يكون C prime phi prime. Les calculs dépendent du niveau de la nappe. D'accord? Comme vous le voyez ici. Il y a une autre vérification, ce qu'on appelle les semelles fictives. Je m'entends les semelles fictives. معناتها أنت قلت في البروجي نتاعك مثلا on va mettre la semelle à cette profondeur D. Hein? Le profondeur D, هذه ايش باش نلقاو؟ نلقاو السول الاولاني. Donc le sol هذا مش قلنا لي بارامتر نتاعو جاما سي وفي اذا كانت تقول انت لا كونترانت هذه ابليكي بار سيت سيميل est admissible شفناها شنو هي لا كونترانت admissible. Supposez que vous avez une deuxième couche de sol pas très loin de la première. Je m'attends pas très loin. معناتها انها توصل à une part de la contrainte. إذا كانت تقول أنت la contrainte appliquée par la semelle est égale à P لهنا. La contrainte admissible اسمها P. Vous savez très bien que la contrainte transmise à une profondeur va diminuer. صحيح ولا؟ Et on peut utiliser l'approximation suivante. L'excès de contrainte ici avec une amplification. Lorsque je vais passer à une certaine profondeur, avec l'excès de contrainte, je change de part et d'autre. Et à ce moment-là, vous pouvez calculer, je dis bien calculer, une deuxième contrainte qui correspond à l'action de la semelle sur la première couche, qui va être exercée sur la deuxième couche. Voilà. إذا كان نقول P est la contrainte transmise en Z égale D, je vais avoir à calculer une contrainte P1, pardon. Je vais calculer une contrainte P1 d'une manière générale. P1 égale à P, là où là, fois S sur S1 plus gamma H0. الختارم هذا شنو هو؟ gamma H0 هو السعة البوا نتاع السول هذا. يعني لازمنا نتخيلوا في النيفو هذا فما كونترانت فيرتيكال ديال البوا، يعني هذا باش يجي لنا.
اي واش باش نزيد معاه لانفلونس تاع الكونترانت ديال سيت سيمين. كيفاش ناخذوا؟ نجم نقولوا احنا نجم ناخذوا لا كونترانت ايكيفالونت. يقول لك اذا كان انت عندك une contrainte P appliquée sur une semelle de section B fois L, mais je te lis une contrainte plus petite bien sûr, appliquée sur une surface S1 de sorte que B1 et L1 soient égales respectivement à BL plus H0. Ninja H0, il y a 2 fois tangente psi. إذا كانت tangente psi تاخذ 0,5 la surlargeur ديالها باش تلقاها H0 sur 2. H0 sur 2, H0 sur 2, je te lis H0. Ok? Donc, je te lis B1 égale B plus H0. ما تنساش de la même manière dans la direction perpendiculaire. أولا لو وجدت B1 ماشي لازمك تعمل انت تو هنا. انت لو وجدت B1 appliqué où? Appliqué sur la couche de sol numéro 2. معناها انت افهم كاينك عندك سميل فيكتيف جديده نسينا السميل الحقيقيه كما نقولوا السميل réel elle est là. Mais vous allez avoir une semelle fictive اللي ماهيش موجوده mais موجوده en termes de la contrainte exercée à cette couche et il faut calculer la capacité portante de la couche numéro 2. Il faut vérifier que la contrainte P1 est inférieure ou égale à la contrainte admissible pour la couche numéro 2. On suit le raisonnement pour une couche ultérieure. إذا كان هذه مش ثم couche واحدة أخرى اللي تكون عندها d'autres caractéristiques, on fait la vérification que la contrainte transmise à ce niveau est admissible pour le sol هذايا. فهمتوا توا شنو à peu près de quoi il s'agit؟ معناتها احنا بالنسبة لنا lorsqu'on met une semelle à certaine profondeur مش خدمنا بالسول الاولاني اللي مشيت. انا نعطيك un exemple. Par exemple, une semelle relativement grande, كبيرة. Les appuis des ouvrages d'art. شايفوا منكم شوية القناطر اللي بنوا فيه. Les semelles ينجموا يكونوا مثلا ساعات 3-4 mètres de largeur. Ou longueur مثلا تكون je ne sais pas 12 16 mètres. Donc les semelles sont des semelles très grandes. Donc elles vont solliciter. إذا كان نقول أنا مثلا B égale 4 mètres ونقسم على 2 B sur 2 مثلا égale 2 mètres, mais je me عندي 2 mètres plus loin de la surface d'assise une autre couche. Donc je dois vérifier que cette contrainte à 2 mètres est admissible pour la couche là où elle va être exercée. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on appelle la notion de semelle fictive. Elle est très importante. Bon, هنا يقول ثم une remarque هي تعرفوها la remarque. تعرفوا إذا كنتم تذكروا شنو قلنا عاملين. قلنا أنه lorsqu'on a une semelle qui charge le sol, semelle filante, semelle filante. Une semelle filante. Alors la contrainte transmise de là, elle serait dissipée à une profondeur au maximum égale 3,5. إذا كان عندي أنا une semelle de largeur, كان مثلا B égale 1 mètre, وعندي une couche d'épaisseur 3,5 mètres. Si la contrainte exercée par cette semelle de largeur 1 mètre est admissible, je n'ai plus à vérifier à 3,5 plus loin que cette contrainte elle est admissible pour la couche d'en bas. La contrainte est déjà dissipée pratiquement. Approche à okay? Donc c'est pour cela qu'on a cette condition-là. Et ça, c'est une autre vérification à faire. D'accord? C'est nous les semelles fictives d'une manière générale. Bon, maintenant, on va généraliser compte tenu du fait que les semelles ne sont pas toujours filantes. يكون عندنا semelle de forme quelconque كما خرجنا من الاول قلنا semelle de largeur B de longueur L هكا ولا. Bon, la formule générale تو تفهموا علاش gamma B sur 2. La formule générale هي ان la contrainte ultime limite ultime la contrainte ultime totale هي gamma 1 DN plus gamma تو سميه RM. شنو ال RM تو شوفوا fois n gamma plus 1,3 CN زادت حاجه هنا زادت حاجه نفهموا علاش RM يتسمى لو rayon moyen de la semelle. شنو هو d'une manière générale؟ هو la surface de la semelle sur son périmètre. ولكن تبقى الديفينيسيون هذه pour une semelle rectangulaire او ال RM يعني عند B و L هكا ولا كي تعمل B fois L divisé par 2 fois B plus L, et vous simplifiez par L, je dis, alors qu'il est très facile de vérifier. Lorsque L tend vers L, tout est كبيرة برشا. L, malheureusement, tend vers l'infini. L, مثلا 20 fois B.
Mais là, le rapport RM يطلع B sur 2. D'accord? Si L est très grand, B sur L, on peut le négliger. Donc, RM ou la gamme B sur 2. Et quand je semelle filante, un demi de B. OK? Si la semelle est carrée, RM يطلع B sur 4. Bon, يقول ترزاقي ما يهمش هو كي تخلي بي سو 4 باش تلقى قداش باش تلقى دونك 0.25 مي هو قال ترزاقي لا خليه 0.4 ما يصيرش داكور recommandation de Terzaghi. Pour une semelle circulaire, عندك la valeur 0.6 R de rayon R. D'accord? معناتها احنا شفنا انه تو عندنا ليكواسيون اللي كتبناها pour la semelle filante ولات un peu plus générale. معناتها مش لازم تكون filante B égale حاجه و L très grand. لا لازم تكون B L كل واحده quel que soit. ولي on calcule RM en fonction de cette valeur ci. الان بالتروا هذا وبتاتر هو الصعيب شويه. الان بالتروا تو علاش التيرم دو كوهيزيون هذا قويوه علاش؟ نحسب لكم. علاش الان بالتروا هذه زادوها. Bon, l'explication, je vais la donner, j'espère que vous allez la comprendre. Normalement, à la tableau de conflit. Donc ici, vous allez peut-être un peu imaginer. نرجع لك الشيما دو رupture اللي شفناه الموديل دو رupture الاولاني هذا بتاع 30. دونك كيف نحسبوا احنا لا ريزيستانس دو سول؟ وين نحسبوها؟ نحسبوها جوست سور لي سيرفاس بيربونديكولير على لا فيغور. فهمتوني؟ بيربونديكولير على لا فيغور. معناتها احنا لي كونتريبيسيون كلهم جايين سور دي بلان ولا دي كور بيربونديكولير للفيغور. كي تكون هي سوميل دو لارجور معناتها بتيت من النوع هذا ونستعمل نفس الريزونمون. انتم لازمكم تفهموا انه الرupture ما تصيرش على السيرفاس بيربونديكولير سويفون ال، لا تصير دو باري دوتر دو لا سيميل. فهمتوا معناتها دو باري دوتر؟ شفتوا السيرفاس اللي اشوري على الاقل باش تفهموا شويه. شفتوها الاشير بتاع البيتون ارمي هذه؟ تخيل انت هيك التريونغل لنا وهذاك سميناه سبيرال لوغاريتمي، هيك السيرفاس اللي جايه بالتريونغل هذيك الكونتريبيو خاطر السميل نتاعك صغيره، لا سميل اي بوتيت. Donc la rupture ne se produit pas uniquement sur les surfaces dans le sens de la longueur. La rupture se produit uniquement, également sur les surfaces dans le plan de la figure. إذا كان نحب نقولوا احنا بطريقه اخرى، شفت هذوما لا سيرفاس ا بريم ان ا ام ام ان، لا سيرفاس اللي جايه في الفيجور هذوك حتى يتصل فيها رupture. وهذاك علاش صارت الكونفونسيون انه pour tenir compte de cette rupture لازم لي نضرب الكوهيزيون في 30%. enfin نزيد 30%، نزيد 30%. فهمتوا؟ بون معناتها احنا je suppose que le plus important بالنسبه لنا on a une équation générale pour calculer la capacité portante. تبقى ديما gamma 1 d m q plus gamma r m n gamma. mais وقت لا نسميوها احنا وقت la géométrie est limitée de la fondation هذه تولي 1,3. معناتها تردوا بالك كان نقول لكم عندنا السمال سيركولير ولا السمال كاري، هنا ما تنساوش 1,3. كان قال لكم السمال فيلانت ال 1,3 مش موجوده بيان سور. دونك فوالا ان بو لي كا هذوما. دونك شفتوا عندنا توا après avoir défini la capacité portante ultime, on a plusieurs cas de calcul. Plusieurs cas de calcul. شفناهم court terme, long terme, au niveau de la nappe. D'accord? وشنو هو قلنا لا جيومتري. دونك نعطيو ان بو لا رياليتي. شنو لا رياليتي؟ احنا خرجنا من كا قلنا عمرها ما تكون السمال سميزه ان شارج فيرتيكالي سونتري. احنا بالنسبه لنا انه السمال نتاعنا تنجم تجيها اون شارج بي، الساعه ماهيش فيرتيكال. شوفوا لي مير دو سوتينمون كاينه شويه في تي دي. مير دو سوتينمون مش عندكم البوا دو مير والبوا دو سول مثلا برا نقولوا هو سونتري. Mais le fait qu'il y ait une force horizontale, je te dis la force inclinée. Donc, on a dans le cas général, il faut calculer l'angle d'inclinaison de la charge par rapport à la verticale, ou ça s'appelle l'excentrement, l'excentrement. Bon, le problème, c'est par étape. Supposons que alpha soit égal à 0. Si alpha égale 0, la charge elle est centrée là. La charge elle est centrée ici. Mais enfin, la charge est appliquée ici, je veux dire. Pour toute la semelle de largeur B, elle est excentrée. Mais regardez bien, si je dis que cette charge est certainement centrée sur cette largeur,
géométriquement, quelle force verticale, cette distance est égale à cette distance. Mais à quel moment tu peux une largeur réduite? Je m'en ai. ولو هي السميل نتاعي مثلا اللارجور نتاعها 2 متر يقولوا لي الشارج اكسنتري 0.2 ما لا الكالكول نتاعي باش ناخذ اون لارجور ريدويت باش ناخذ بي لازم ناخذ بي بريم ايكال بي موان 2 6 داكور معناتها هذه هي لا بارتيكولاريتي بور سامبليفي لابروش نقولوا احنا الساعه ليفي اكسنترمون نحيوه بالطريقه هذه وانه نقصوا في اللارجور دو لا سميل وهي فيزيكمون صحيح خاطر سي سيت partie-là réellement qui est soumise à la force. Et cette partie peut-être ne résiste pas suffisamment, ne résiste pas. Le sol travaille en compression. Voilà. Bon, là, il coule semelle excentrée d'un seul côté. L'excentrement, il est un peu général. Nous avons une semelle excentrée suivant la largeur, suivant la longueur. Il y a deux excentrements différents. Alors, je te dis B' fois L'. كيما كتبت بي بريم بي موان 2 اكس او باش تكتب ال بريم ال موان 2 زيغريك او اوكي لو جا شارج ماكسيمال نتاعو لا انا ضربت في بي علاش؟ على خاطر الاكسنترمون جاي في ديريكسيون واحده الديريكسيون الاخرى جاي في الوسط اوكي بوغ اون سيمين سيركولير دو لا ميم مانيير مادام يحكي على بي دي بيت ولا التيم يلوج لا فورس كيف كيف en fonction de l'excentrement par rapport au prix. D'accord? Donc, il y a la première étape. On a l'inclinaison et on ne parle que de l'excentricité ou l'excentrement. Ok? Bon, le deuxième cas, supposons qu'on ait une force centrée mais inclinée. ما تقولش علينا مش نساو السمال اللي هي باللارجور بي ولات عندنا السمال دو لارجور بي بريم او اني سونتري على البي بريم اما هي ولات اكسنتري ولات انكليني دان انجل الفا خاطر الانجل الفا هو بي باش نخليو لها اكسوني دونك شنو نقول Bon, c'est des calculs qu'on ne considère pas. Si vous calculez à la rupture, plusieurs méthodes. Chaque terme, et donc tous les termes profondeur, surface ou de collision, ils vont être affectés par des coefficients réducteurs. Lorsque la charge est inclinée d'un angle alpha, je vais multiplier le facteur Ng ou la N gamma par 1 moins alpha sur phi au carré. Voilà. Le terme de surface, je vais نضربه في coefficient R. اللي هو الفالور نتاعو هذه 1 moins alpha sur phi au carré. Les facteurs NQ et NC seront plutôt multipliés par le facteur هذا. كلهم sont des coefficients bon réducteurs ولا سميوه كيف تحبوا minorateur. المفيد inférieur à 1 moins 2 alpha sur pi au carré. Donc, je معناتها انتم نتخيلوا عندكم كا جينيرال. شنو هو الكا جينيرال هذا؟ Semelle soumise à une charge excentrée et inclinée. Donc, l'expression مش تولي هكا جينيرال شويه. نشوفوها نرجعوا لنا par exemple كان ناخذ هذه مثلا. شفتوا الاكسبرسيون هذه مش جينيرال اللي كان مش نحسبها لنا توا avec l'excentrement. رانا هنا نقول عوض ار ام مش تولي ار بريم ام. لازم ناخذ la dimension réduite. اي واذا كان عندي des inclinaisons الترم هذا ان سي وان كيو مش ils vont être multipliés par un terme اسمه ك الفا سي ولا ك الفا كيو والترم هذا باش نضرب في ك الفا gamma. D'accord? Donc ça veut dire que ما ننساوش il faut tenir compte de l'excentrement et de l'inclinaison à la fois et qu'elle rentre bien sûr le cas. Okay? Donc voilà un peu les recommandations de calcul, comment on les introduit petit à petit pour que vous puissiez comprendre la démarche. On a très bien compris comment je calcule P ultime, on a bien compris comment on détermine Q admissible, mais il y a plusieurs cas de calcul en fonction de la sollicitation de la semelle, etc. D'accord? Mais là, si on peut dire. Bon, là, je vous propose une application très, très particulière qui va peut-être vous permettre de comprendre ce que vous avez appris sur un cas très particulier. Si vous vous souvenez, dans le cours, on a parlé d'un chargement à court terme, le chargement doit être admissible, ce n'est pas n'importe quel chargement. Donc, on a vu le calcul par une semelle rigide. La semelle, elle est indéformable.
Supposez, nous sommes dans le contexte de la base de Tunis. Le cas pratique. Le lac de Tunis fait un tirant d'eau de 1 mètre. ويحبوا يطلعوا فيه رومبلي كيما كان لي رومبلي تاع الكره تاع سكوليت. احنا قبل ما نفهموا كل شيء لازم نفهموا انه لو رومبلي هذايا اذا كان عنده بوا فوليميك معين je dois vérifier quelle hauteur je peux unifier sur le modèle, sur le sol. D'accord? Et quand je connais sur sol mou tel que la base de Tunis. Ça, la cohésion membranée, elle est très faible. Et c'est une cohésion membranée moyenne pour la base de Tunis. Une mouche très faible. D'accord? Lorsque je vais mettre un remblai, je ne peux pas mettre un remblai de n'importe quelle hauteur. علاش؟ على خاطر انت الساعه كي ناخذ هذايا par exemple كاين فونداسيون. Donc قلنا في الكا des ouvrages en terre, fondation هو السول. Mais ça veut dire le remblai كاين هو maintenant la semelle نتاعنا شفناه الكود هذايا. إذا كان هذه السمelle نتاعي elle va engendrer un chargement sur le sol. Bon, إذا كان نقول CU égale معناتها لازم نفهموا انه الشارجمون هذا ابليكي على سيرفاس معناتها دي ايكال زيرو. ما عنديش انا شارجمون هابط لوطه في السول كدي ما فماش دي ايكال زيرو هكا ولا؟ وهذا في يو ايكال زيرو. في يو ايكال زيرو. اوكي معناتها ما فيهاش فروتمون ا كور تيرم. اي دونك شفنا الساعه ان جاما و ان سي. ان جاما ايكال زيرو، ان كيو ايكال 1 ولا ما يهمنيش فيها، وان سي ايكال 514. معناتها فما كاين تيرم دو كوهيزيون. معناتها انت كيفاش تلوج لا كونترانت ultime نتاع السول مو هذا باش تكتب بي بلس 2 فوا سي يو. اوكي بي بلس 2 شو معناتها باش تطلع 5.14 فوا 15. اي ما يلزمك تفهم انت انه باش تخلي ان رومبلي دو اوتور اش على السول هذا يلزمك تكتب دون تو لي كالكول جاما اش. اذا كان توصل بي بلس 2 فوا سي سي لا روبتور خاطر انت طلعت اش اللي طلعت في الكونترانت ultime. او كتفهموا انتوما اذا كان تكتب ايجال لا هوتور ليميت ولا ultime سي 3.9. شو معناتها الكلام هذا؟ معناتها نتخيل كان عندك الباز دو تونس بلي كاركتيرستيك هذول تحب تطلع لي رومبلي تاع 3 متر وتقول 4 متر. vous allez voir une rupture du sol sur l'action du remblai. باش تفهموا انتوما شويه. معناتها هذه راهو نحكيو على هوتور دو شارجمون كيفاش يكون معناتها يبروفوك لا روبتور. لا روبتور مش كان بسمال نقولوا احنا sur un sol, semelle rigide, je trouve un remblai. Mais dans la pratique, la hauteur admissible, on نحكيو على remblai كبير مش نحكيو على semelle de largeur 1 mètre, 2 mètres, etc. semelle rigide. Bon, là, on admet un peu plus de tolérance. On est f égale 3, je mets f égale 2. Je m'en la contrainte apportée par le remblai ne doit pas dépasser la moitié de celle qui provoque la rupture. يعني أنا بالنسبة لي بالcalcul هذايا qu'on est constant, au lieu de charger le sol mou par une hauteur de 3,8 presque pour obtenir la rupture, أنا نشقسم على زوز. إيش معناتها؟ معناتها أنا إذا كان نحب الرومبلي نتاعي ما عنديش مشكلة ما تصيرش رupture، الرومبلي الهوتور نتاعو تنجم تكون كان قداش؟ 1,9 متر. J'insiste encore sur la même chose. Un tir, 1,9 mètres, elle ne va pas poser un problème de rupture. Je trouve la contrainte qui provoque la rupture. Mais ما تنساش حاجة. La contrainte, comme je te dis, gamma égale à 20 fois h admissible, on peut égal à 2, 20 fois 2, ça fait 40, voilà, 38 kilopascal. La contrainte est égale. Vous vérifiez que le tassement qu'elle va induire est un tassement admissible. إذا كانت نجم تطلع 2 متر de remblai هنا وتقول مثلا il va tasser à court terme de 10 cm ou à long terme il va tasser de 50 cm. Donc cette application montre que lorsqu'on a une fondation n'importe laquelle, le problème numéro 1 à résoudre, c'est le problème de la capacité portante. Et si vous résolvez, si j'ose dire, la capacité portante, il y a une autre vérification derrière, c'est celle ce qu'on appelle la vérification du tassement. D'accord? Systématiquement, capacité portante, tassement. D'accord? Donc voilà un peu la démarche qu'il faut suivre pour
aborder un problème de fondation, qu'elle soit superficielle ou autre, d'une manière générale. D'accord? Bon, alors, maintenant, on peut dire sur le plan court, on arrive à la conclusion. Bon, la conclusion fait d'autres informations. Mais, si on retient le plus important, les fondations mécaniques des sols, c'est peut-être l'une des applications majeures. Mais peut-être mais c'est une application très importante. D'accord? Vous ne pouvez pas garantir un ouvrage stable sans bien dimensionner ou concevoir ses fondations. Mais il y a plusieurs types de modes de fondation. En général, on les a classés en 3. Mais le plus important, on ne justifie le type de fondation qu'en tenant compte des paramètres, des facteurs suivants: le sol, le chargement, les possibilités d'exécution, mais s'il vous plaît, n'oubliez jamais le facteur coût. Le facteur coût, c'est très important. Qui me calme sur cet aspect-là. Chez beaucoup de projets, on va vous dire, pour ce projet, on a proposé des fondations profondes. Normalement, vous devez répliquer comme ça. Est-ce que vous devez vérifier que les fondations superficielles ne passent pas? Et là, le plus important. Allez, elle est toujours à moindre coût. Mais on peut aller plus. On va dire le raisonnement, tu as 30 ans en arrière, il y a peut-être chez certains zèles. Pour le cas, on ne peut pas faire une fondation superficielle, donc on fait une fondation profonde. Là, on ne fait pas des fondations profondes. On doit vérifier aux techniques d'amélioration, de renforcement des sols. Et les c'est très important. D'accord? Mais le dimensionnement d'une fondation, quel site au cocher? Un, capacité portante, 2 tassements, s'il vous plaît, dans l'ordre. Hein? Capacité portante, puis tassement. La capacité portante des fondations superficielles, on l'a vu ici par ce qu'on appelle la méthode CFI. Je dis la méthode CFI. En utilisant la cohésion et l'angle de frottement du sol sur lequel on pose la fondation. C'est comme la méthode de Terzaghi. Mais un tout, sachez qu'il y a d'autres méthodes disponibles. On dimensionne à partir des essais in situ. Quand on a déjà fait polycopier, vous allez voir la méthode pressiométrique. Mais avec le contenu qui correspond à un règlement relativement ancien, qui n'est plus le même. Mais le principe de raisonnement, il est le même. D'accord? Le principe de calcul de la capacité portante admissible est le même. D'accord? Mais je peux ajouter quelque chose en plus. Supposez que vous n'avez pas d'essai, vous voulez déterminer par CFI. Vous allez faire le recours à ce qu'on appelle à des corrélations. Je m'en des corrélations. J'ai des données pressiométriques, mais je veux calculer avec CFI. Mais là, sachez qu'à partir des données pressiométriques, vous pouvez avoir des corrélations. Je m'en avec les données de l'essai pressiométrique, là où je veux le CFI. Ou je vais le calcul de CFI. Vous pouvez toujours vous rabattre sur le calcul par la méthode de Terzaghi. Donc, à peu près les méthodes. Bien sûr, je n'ai pas parlé d'autres aspects à l'échelle internationale. Quand on l'essai pressiométrique, c'est l'expérience, c'est la démarche française. Mais chez les anglo-saxons, les Hollandais, c'est un outil qui le pénétromètre statique. Les valeurs de la mesure sont plus fiables que le pressiomètre. Plus fiable, c'est des paramètres plus corrects. Hein? Bien sûr, cette remarque-là ne va pas plaire au pressiomètre, etc. Enfin, les Américains, ils ont un autre essai, le SPT. SPT. Standard Pay Penetration et Test. Tout simplement, une tige qui a un poinçon. Le poinçon, c'est un cylindre qui a une qualité. Ils vont juste calculer le nombre de coups pour enfoncer le calotier. D'accord? Maintenant, finalement, on a pris sous la pression, on a pris un nombre de coups. Maintenant, le nombre de coups. Jamais il y a plus facile. Alors, comme le nombre de coups, avec,
si je peux m'exprimer ainsi. هو النمبر تكو هذاك سي لي كالكول كورون تاع لي زوفراج aux États-Unis. Mais يستعملوا لا pénétromètre, يستعملوا pressuromètre. Donc, ça veut dire que finalement, pour dimensionner les fondations, nous pouvons utiliser différentes méthodes de calcul en utilisant différents paramètres qui ont la même signification. D'accord? Mais le plus important, c'est l'expérience acquise. D'accord? Voilà, هذه est la conclusion. Donc, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? هاي شوية أسئلة نفضلكم ما تحكوش ما تسألوش. Bon, ceci veut dire que ce que j'ai dit est clair pour vous. Tamèche, des commentaires, s'il vous plaît. Des remarques, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des remarques? Ben, on n'avait pas de questions. On a des questions en cours de route. Mais j'aime bien avoir des questions. Mais خلينا مثلا نعمل l'expérience هذه بالله. On a 16 participants, on a quelques absents. بالله مثلا كل واحد ممكن يكتب est-ce que c'est clair ولا tout à fait clair. وليد قال c'est clair. وياسمين هكان قالت c'est clair monsieur. Mais c'est clair, mais vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions. Donc, maintenant, vous pouvez poser des questions juste avec je dis l'orientation du cours que j'ai dit. L'orientation du cours. Monsieur, à propos des TP, est-ce que باش نبقاو هكايا ولا باش يصيروا لي تي بي خاطر بالحق عاملين ما صاروش وزيدوا سنه ما يصيروش لي تي بي سي نورم. لا شوف لي تي بي راهو احنا هما توا البريود هذه الماشينير ان شاء الله معناتها لو 15 لي تي بي راهو ديما اون 3 بيريود. هو انتوما الكور نتاعك استنى مازال ما تفشيه لو كور هذا سي تي دي وفيه ان اوتر كور اي تي دي ومن بعد يجي فيه لي تي بي. D'accord? Les TP, normalement, c'est la meilleure chose pour assimiler certaines notions. Bon, j'imagine qu'à fin novembre, il y aura cette possibilité de faire des travaux pratiques. Bon, un TP ne s'enseigne pas. Peut-être on va poser la question de l'administration, est-ce qu'on peut faire des TP? Normalement, oui. Le découpage du cours, vous n'êtes pas dans la période de TP. خاطركم عاملين ما عندوش تي بي. فهمت؟ شنو المشكل؟ هو يقول لك يقراوا الكور وبعد يكملوا الكور بريسك وبعد يعملوا هذا هو لا ديمارش اللي عملوها. هي ماشي تو افي جوست. مي بون لي ميت سورغانيز انسي. فهمت كيفاش؟ هذا هو المشكل نتاعنا. احنا نقول ان شاء الله نعملوا تي بي. دو تي فاسون هما راهو الجامعه ما سكروهاش. Entre nous, l'université elle est ouverte. Donc, si vous tenez à faire des TP ou à avoir des notions sur les TP, moi, il n'y a pas de problème. Bon, mais les TP, les questions, vous allez avoir des séances. D'accord? Et là. Bon. استنى الساعة توا إلى كالور توا هكا قداش بلا سامحوني 10h54 معناتها نستوعبوا في 2 بلي أنا حضرت جوست نجم نقولوا استنى الساعة لو بروميي إكزرسيس نجم نقول دو لا سيري دونك جو في vous envoyer ça معناتها مع الدوكيمون دو كور PDF d'accord هذا سي لو بروميي إكزرسيس d'application. D'accord. On ne aura le temps de faire tous les exercices. C'est très difficile. Bon, les ouvrages
Excusez-moi. Il n'y a pas de travaux dirigés, c'est les ouvrages de soutènement. Non, les Vous m'entendez TD du chapitre. Attendez, pardon. Travaux dirigés de mécanique des sols, ce que je vais montrer, c'est concernant les fondations superficielles. Les fondations superficielles. Vous m'avez fait la remarque que vous n'avez pas obtenu les TD du chapitre précédent. Oui, ouvrage de soutènement, oui. D'accord, je vais noter. Donc, je vais noter ouvrier. J'ai compris. Ouvrier, le TD, ouvrage de soutènement. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai pas envoyé le cours, c'est là. Oui, vous avez envoyé le cours, mais il y a sans travaux dirigés. Merci de rappeler. Donc, je vais l'envoyer. Donc, je vais vous envoyer celui-là, celui des fondations superficielles. D'accord. En fait, les travaux dirigés, la série, elle est un peu riche. La série, il y a beaucoup d'exercices. C'est des exercices un peu qui sont pour assimiler et des exercices pour bien comprendre certains aspects. Le plus important, c'est que vous pouvez calculer correctement la capacité. Vous avez le cas d'une semelle filante sur un sable. D'accord. Bon, c'est quelque chose de simple. Bon, la question là où elle est peut-être évidente. Calculer la force que pour la semelle filante, c'est-à-dire la contrainte appliquée par la semelle égale la contrainte admissible du sable. D'accord. En tenant compte, en supposant que le tassement, c'est un problème résolu. On va de combien faut-il augmenter la largeur de la fondation pour qu'elle soit stable vis-à-vis du poinçonnement avec un coefficient de sécurité égal à 3. D'accord. Donc, c'est un exercice très, très simple. D'accord. C'est un exercice d'application. Mais vous pouvez donc dire que c'est un exercice pour les semelles filantes. C'est encore un exercice de semelle filante, mais il vous amène à considérer à la fois le court terme et long terme. On a une couche de sol de 3 mètres. Un sol où il y a les paramètres C', J', CU. Il faut faire attention. Il faut faire les vérifications à court terme et à long terme. D'accord? On ne va pas vous le dire. Si vous avez un cas de figure comme ça, vous devez vérifier, vous devez calculer les capacités portantes à la fois à court terme, CU, U égale 0, ou C', J' pour le cas à long terme. D'accord? Voilà. L'exercice d'après, c'est typique d'une force excentrée et inclinée. C'est un cas de figure qui est pratique. Une cheminée qui est soumise à l'action du vent ou le poids de terre. Donc, vous allez déterminer plutôt le coefficient de sécurité. Donc, je F égale à 3, l'exercice élevé. D'accord. Pour l'exercice d'après, bon, je pense que il faut comparer court terme ou long terme, je pense. C'est un autre exercice. Vous avez le cas d'un sable. C'est un exercice un peu simple, mais dans lequel vous raisonnez beaucoup plus. D'accord? Vous avez un sable. Lorsque vous avez le sable, le sol de fondation, c'est un sable. Il y a un seul calcul pour le sable. Mandouche court terme. Court terme ou long terme, c'est ça. D'accord? C'est le cas de l'immeuble. Le fait qu'il y ait une argile, court terme, long terme, ça n'ajoute rien au problème. Il y a quelque chose qui concerne le terme c'est un cas de mur de soutènement, mur voile, d'accord. On peut dire c'est la même chose. Ok. Ici, c'est encore calcul à court terme et à long terme avec un niveau de nappe intermédiaire. Ah, là, j'ai oublié une chose. Une remarque importante du cours. Est-ce que je reviens ici? La remarque, je ne l'ai pas faite. Donc, regardez bien, lorsqu'on veut revenir au niveau de la nappe, je n'ai pas fait la remarque. Lorsqu'on raisonne, on a A, B ou la C. Mais d'une manière générale,
je dis عندي A ou la B ou la C. Lorsque je suis là, au niveau de la bon, certainement, pour le terme de profondeur de surface, il est saturé. Donc, ça va être gamma prime B sur 2. Mais pour le terme de profondeur, vous allez décomposer le terme gamma 1D. كيفاش تحسب انت اذا كان مثلا D مش تولي D1 plus D2. Au niveau de la nappe, j'ai AD1. Donc, vous allez écrire gamma 1 D1 plus gamma prime 1 fois D2. Donc, ديما تحسب la contrainte effective. فهمتوا كيفاش؟ Supposez également, c'est le cas pour le terme HOMI. D'accord? Supposez que le niveau de la nappe est entre D et C. Donc, vous allez décomposer le terme gamma B. Supposons que la nappe elle est là, entre B et C. Mais je trouve plus gamma, plutôt le terme gamma B, gamma B1, c'est normal, inférieur à B sur 2, plus gamma B sur 2 moins B1 fois gamma prime. Donc il faut tout simplement décomposer le terme. Enfin, le niveau de la nappe, un niveau intermédiaire. D'accord? Donc, c'est à cause de ce niveau-là. Là, il faut décomposer le terme. À la profondeur, vous allez les décomposer. Je te dis 15 fois 1 plus 5 fois 1. Je te là où le terme gamma 1D, etc. Bon, là, c'est un réservoir avec le gros béton. Et le gros béton, c'est un exercice spécifique. Je vais aller directement. C'est une expérience, on va dire, à connaissance. Elle est tunisienne, elle est purement tunisienne. Parfois, elle ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est si la contrainte à ce niveau est relativement élevée pour le sol, je vais mettre du gros béton, le wesh, parce que le gros béton, il résiste à une contrainte admissible de 6 bars. Donc là, 1000 kilonewtons, 100 tonnes de force, je vais à la contrainte admissible de 6 bars, je cherche déjà défini, je cherche une B. لكن نقول انت par هيك السميه الفيكتيف اللي شفناها الساعه انه la charge هونيه la contrainte elle va se transmettre, oui, sur l'argile, il faut vérifier que la contrainte transmise sur l'argile est admissible. Et de la même manière pour le sablage. Maintenant, c'est les semelles fictives pour deux niveaux, pour deux cas. Il faut vérifier que la semelle fictive pour l'argile et la semelle fictive pour le sablage. D'accord? Là, je pense exercice classique. D'accord? Et voilà, par la suite, vous avez les éléments de correction. Donc, maintenant, les exercices qui sont dans la série, après, il faut voir c'est 1, c'est 2. Donc, ils sont suffisants pour essayer. Voilà le tour sur ce chapitre-là. Bon, on n'a fait que du cours. Donc, la prochaine fois, on fera des applications en choisissant des exercices bien déterminés. Mais leur correction à distance est un peu difficile. Voilà. Ben, donc, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à remarquer? C'est bon, mais là, on peut terminer sur ce... Hein? C'est bon? C'est bon? Ben, donc je vous remercie, mais là, donc je vais vous envoyer le tout, hein, la vidéo, les documents, etc. Surtout, n'oubliez pas pour faire des exercices, des ouvrages de soutènement, TD. D'accord. J'ai bien noté ça, ne vous en faites pas. D'accord. Peut-être que je l'envoie aujourd'hui ou ce soir. D'accord? Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Et à la prochaine. OK? Belle journée.